Grazie tanto dell'invito, grazie della presentazione. L'italiano lo parlo, ma non lo parlo abbastanza bene per dare una lezione in italiano. Quindi parlerò in francese. Avete un astratto abbastanza largo sul sito, però dopo potete fare le domande in italiano. Proverò di rispondere in italiano. Se a un certo punto mi manca una parola, chiuderò un po' d'aiuto, però normalmente ce la faccio, vediamo. Allora, solo per introdurre, cioè, per chiarire da dove parlo, cioè forse adesso è un po' più ovvio, però io vengo dalla teoria critica, quindi ho sempre lavorato dall'inizio della mia carriera con dei autori, sia Adorno che Habermas, che vengono da quella tradizione lì. Ma sempre interessato il tema della vulnerabilità. Per esempio ho veramente letto Adorno perché aveva una teoria forte della vulnerabilità, anche se non usa la parola. È così che 10 anni fa, una cosa del genere, ho cominciato a parlare con un gruppo di persone in Francia che hanno cominciato a lavorare sull'idea del care, anche se l'idea di care era stato studiato tanto negli Stati Uniti negli anni 80, la ricezione è stata è stata tardi in Francia, e quindi il dialogo ha cominciato a quel momento, e loro mi hanno invitato a tanti convegni di questo tipo, e ho cominciato a discutere l'idea della cura. Quindi il libro che il professore ha menzionato è un libro di dialogo tra il care e la teoria di Adorno. Qui ne vado a presentare qualche idea, non tutto chiaramente. Però l'ultima cosa che devo dire è che io, per esempio, la parola altruismo non l'utilizzo normalmente, quindi proverò a dare un po' di pensieri su questo. Non l'utilizzo perché abbiamo forse un'origine in Francia un po' strana della parola altruismo, forse lo sapete, però in Francia il primo che ha utilizzato la parola è Auguste Comte, che è veramente, lui ha creato la parola francese, che è veramente una cosa che uno non aspetta. Al momento era già tardi nella sua carriera, era già un positivista veramente convinto, e ha cominciato dopo avere la storia, una storia d'amore con una signora che è finito male, a avere dei momenti un po' mistici, diciamo, e ha pensato all'altruismo. Però in Francia l'idea dell'altruismo è rimasta un po', come dire, legata a quest'uomo, quindi non mi viene naturalmente di utilizzare la parola, per questo. Ok, adesso che ho chiarito questo posso cominciare la mia comunicazione. Altruisme, souci des autres et care sont autant d'antonymes de l'indifférence mutuelle, de l'impassibilité de la monade sociale, de l'insensibilité du concurrent dans son isolement, bref, de la froideur souvent qualifiée de bourgeoise par Adorno. Donc là, juste pour faire une petite parenthèse, Adorno, et c'est vraiment un des points de vue dont je suis partie, avait le projet d'écrire un livre tout à la fin, sans savoir qu'il allait mourir en fait, en 1969. Il a commencé un travail qui aurait dû s'intituler « La froideur bourgeoise ». Et donc c'est vraiment à partir de là que moi je suis rentrée dans la question des dispositions morales et de la manière dont ces dispositions morales vont être encastrées dans une forme de vie particulière qui est la forme de vie capitaliste. Donc les trois concepts qui nous réunissent aujourd'hui
sont des antonymes de cette indifférence, de cette froideur, si on prend le concept d'Adorno, c'est-à-dire, tel que je la définirai ici, une faculté de prendre de la distance et de se comporter comme un spectateur du monde sans être affecté par la détresse d'autrui. Lorsqu'on parle de froideur ou d'indifférence, on se réfère alors à un mécanisme, un ensemble de mécanismes subjectifs qui limitent les manières de percevoir les autres et réalisent ce que j'appellerais un emmurement dans la conservation de soi. Conservation de soi qui est donc un concept très adornien, qu'il a également expliqué, là je vais le citer dans 3 études sur Hegel, comme un entêtement à en rester simplement ce que l'on est soi-même dans l'étroitesse et la particularité de l'intérêt individuel. Alors, si cet entêtement, cette froideur est l'antonyme de beaucoup de concepts qui nous réunissent aujourd'hui, il va être évidemment interprété de manière très différente. La cause qui lui est imputée, ou les causes qui sont imputées, varient. Ça peut être celle d'une anomalie, d'une anomie généralisée, qui opérerait notamment depuis une certaine déchristianisation des sociétés occidentales. Ça peut être interprété comme le produit du déploiement de la raison dans toute sa charge instrumentale. Bon, ça, c'est clairement l'interprétation adornienne. Comme l'attribut d'une anthropologie libérale faisant de l'individu le seul propriétaire et le seul responsable de sa personne. Ça, c'est des critiques qu'on peut trouver dans plein de directions différentes, marxistes notamment, pas seulement, il y a des critiques aussi d'origine chrétienne qui font cette critique dans l'anthropologie. Alors, cet entêtement, il peut encore être interprété comme le fondement d'un rapport genré aux autres. Ça, c'est plutôt les théories du Caire, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait une distribution dans la société de certaines dispositions morales en fonction donc du genre des personnes, qui permettrait donc aux dominants, donc les hommes, ou une grande partie d'entre eux, de se débarrasser de la charge du soin d'autrui. On peut encore chercher l'origine de cette froideur ou l'interpréter comme une condition nécessaire pour survivre moralement, voire physiquement, dans un monde lui-même impitoyable et froid. Pourtant, donc si les interprétations divergent, j'aurais peut-être pu continuer encore, il me semble que ce qu'il va rassembler les usages de ces différents concepts en tant qu'il les adosse et les oppose à cette froideur, et ça c'est quelque chose de très contemporain, je crois. Donc il me semble que ce qui rassemble ces perspectives, c'est que c'est toujours négativement, sur la base d'une critique du temps présent et des attitudes que l'on y croise, que ces 3 concepts donc d'altruisme, de souci des autres ou de care sont actuellement mis à l'ouvrage. Donc ce ne sont pas des recommandations de traités moraux qui se poseraient comme anhistoriques. C'est sur la base d'un diagnostic du temps présent, de la perte d'un certain nombre d'évidences qui nous obligerait à repenser et réinvestir ces dispositions morales. Pour le dire autrement, il me semble que utiliser ces différents concepts suppose de penser ce que j'appellerais la fragilité de ces dispositions morales, y compris lorsque parfois ce raisonnement est adossé à des propos sur la nature humaine.
Parce qu'alors, ce qui va être pensé, c'est la manière dont là où les sociétés contemporaines brident, étouffent quelque chose qui serait supposé relever de la nature humaine. Donc cette fragilité des dispositions morales, plus largement, nous engage et nous amène, quel que soit le mot qu'on utilise, à réfléchir sur ce que j'appellerais les conditions sociopolitiques de la morale. C'est-à-dire le fait que la morale se déploie toujours déjà dans un contexte social et politique qui favorise ou au contraire les brime. Et c'est de cela que partent les raisonnements sur ces différents concepts. Alors, les trois termes, si on arrive du point de vue positif, cette fois-ci, d'interaction positive, décrivent une orientation spécifique vers les autres et les relations que nous développons avec eux. Et donc une réceptivité vis-à-vis de leurs attentes. Pour que cette réceptivité fonctionne, il est nécessaire de s'abstenir de recourir au calcul rationnel en termes de gains et de pertes, d'évaluer stratégiquement des chances de réussite, d'appréhender le monde comme le moyen de maintenir une entité statique et close, soi-même. Mais ceci posé, donc des différences fondamentales se creusent entre les différents concepts que je vais donc déployer aujourd'hui. Alors, donc, l'idée d'altruisme, je suis sûre que beaucoup de communications vont porter là-dessus, je me permettrai donc simplement de faire une cartographie de ces usages, enfin une cartographie, ou plutôt de jeter des coups de projecteur sur un certain nombre de ces usages et ce que la notion recouvre. Encore une fois, en laissant de côté Auguste Comte, qui est quand même une approche un peu hurluberlu, selon moi, du concept. Alors, première chose qu'il vaut la peine de rappeler, c'est qu'on peut agir sur la base de considérations morales sans être altruiste. Par exemple, lorsque nous tenons une promesse, nous faisons alors preuve de fidélité à nous-mêmes et à notre parole, et autrui n'est que secondaire dans nos motivations. Donc l'altruisme ne renvoie pas à l'ensemble de nos actes et ou de nos dispositions morales. Donc l'altruisme ici, tel que je vais un peu le déplier, se réfère, comme je disais, beaucoup à ces usages en philosophie contemporaine et qui sont particulièrement marqués, comme vous l'aurez certainement remarqué, aujourd'hui en philosophie analytique. Donc l'altruisme est, en première approximation, une prioritarisation des intérêts d'autrui sur les siens propres. Un acte est altruiste au sens fort s'il est entrepris en dépit de la perception qu'il implique une perte pour celui qui s'y engage. Une perte qui peut être une perte de bien-être, de richesse, etc. Donc ici, lorsqu'on parle d'altruisme, l'orientation vers autrui préexiste, c'est ce qui va différencier de beaucoup, par exemple, des théories du Caire, l'orientation vers autrui préexiste à la scène de sa mise en œuvre. Elle n'émerge pas à même la situation, et l'objet particulier, c'est-à-dire autrui, vers lequel elle s'étend, n'en est pas la cause. D'où le fait que très souvent le concept d'altruisme soit le lieu ou l'instrument d'un débat sur la nature humaine. C'est-à-dire de recherche sur l'orientation originelle des comportements humains, voire animaux. Puisque, comme vous le savez, il y a donc des travaux aussi bien qui vont dans le sens de ce qu'on appelle l'altruisme biologique, c'est-à-dire finalement le fait que l'altruisme serait quelque chose qui serait voulu pratiquement par l'évolution des espèces,
Et on trouve aussi donc des travaux cherchant à trouver ce qui tiendrait lieu d'altruisme ou de comportement altruiste chez les animaux. Alors, ceci posé, je voudrais lancer un certain nombre de problèmes. Encore une fois, problèmes qui n'en sont que pour autant que l'on se situe dans ma perspective, qui est donc celle d'Adorno. Un premier problème de cette manière de penser me semble venir de ce que les motivations liées à son intérêt personnel devraient être totalement absentes d'un acte pour qu'il compte comme altruiste. Alors là, je ne veux pas aller dans la direction de la critique extrêmement banale selon laquelle les gestes altruistes seraient en réalité systématiquement l'outil d'une gratification du narcissisme moral, voire une manière retorse de jouir d'une puissance dans l'impuissance. Ce n'est pas ce type de cynisme un peu grossier que je vise. Il me semble qu'il est plus utile de poser qu'il est impossible de démêler complètement l'intention morale du motif trouble. Nul acte de volonté ne se laisse détacher de l'ensemble des conditions empiriques à l'intérieur desquelles il est déclenché. Et il est difficile, comme nous l'ont appris Nietzsche aussi bien que la psychanalyse, de démêler l'intention morale du ressentiment ou d'autres mobiles inconscients, tandis que même les formes de sacrifice de soi les plus extrêmes se doublent de bénéfices symboliques plus ou moins activement recherchés. Ce qui me semble important, c'est de garder en tête le fait que l'intention morale soit impure ne l'invalide pas pour autant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris d'Adorno. C'est en particulier quelque chose qu'il a longuement développé donc, dans une série de leçons qui n'ont pas été en fait publiées de son vivant, donc qui existent sous la forme de notes qui ont été prises par ses étudiants et qui ont été publiées, ses problèmes der morale philosophie, et où en fait il a assez longuement développé ce thème. Et là je le cite donc dans cet ouvrage, il est juste d'éprouver une certaine méfiance à l'égard des gens qu'on dit avoir une volonté pure et qui profitent de chaque opportunité qui leur est offerte de se référer à la pureté de leur volonté. Cette méfiance, il faut la comprendre dans un double sens, encore une fois, parce que ça renvoie à quelque chose d'erroné et d'impossible. Il est impossible, en quelque sorte, de séparer, enfin d'évaluer la pureté d'une intention. Cette volonté pure est introuvable, nous dit-il, mais encore elle est suspecte. Elle est suspecte. Précisément parce qu'elle relève, elle tend vers une sorte de force d'affirmation de soi qui a beaucoup à voir avec la domination qui est au cœur de sa pensée. Mais la question principale, soulevée par ce modèle de l'altruisme, tel que je l'ai très rapidement esquissé, autour de la question de l'intérêt, me semble être celle de la préservation de l'altérité dans l'altruisme. Quel droit est-il fait à ce qui ne me ressemble pas, ou à ce qui ne se laisse pas mouler dans une catégorie universelle, ou en tout cas générale, l'intérêt. Car l'intérêt a pour caractéristique de se reconnaître sans difficulté et de s'apprécier même et surtout chez les autres. En français, nous avons une expression qui est l'intérêt bien entendu, qui renvoie précisément à ça, c'est-à-dire qu'il est très facile de comprendre, d'entendre l'intérêt et de le reconnaître immédiatement chez autrui. Donc il y a, si vous voulez, cette idée qu'il existe quelque chose comme un intérêt objectif et qu'il est identifiable chez chacun d'entre nous. À bien y regarder, l'altruisme se définit, donc ça c'est un truisme, par opposition avec l'égoïsme, par rapport au tort relatif que je me fais à moi-même. C'est-à-dire que l'altruisme, qui suppose donc de placer les intérêts d'autrui avant les siens propres, si on regarde bien, est défini
à l'aune de quelque chose qui est moi-même, c'est-à-dire c'est finalement la perte que j'aurais subie par rapport à mon bien-être, ce que j'aurais pu faire finalement de ce temps, de cet argent, de cette énergie, hein, c'est ça qui va être finalement la preuve, la marque de l'altruisme. Il me semble que, en raison de ces deux aspects, c'est-à-dire petit 1, le recours à l'idée d'intérêt d'autrui, et petit 2, le fait d'un centrement, d'un critère qui se trouve en moi-même, la question de l'ajustement, de la justesse de mon geste à un besoin ou à une personne particulière, se trouve balayée. Quelle est la place laissée dans le geste moral, alors, à ce qui ne m'est pas identique, au non identique, pour reprendre une expression très connue d'Adorno. Alors, Adorno lui-même, à ma connaissance, j'ai cherché, n'utilise pas le mot altruisme. En revanche, il a cherché à penser l'altérité, bon, de manière très matérialiste, et ce qui l'intéresse, donc, dans ce concept de non-identité, hein, n'est ni d'identifier un autre absolu, ni de tenter ou de se laisser aller à une forme de déclinaison du même dans l'altérité à soi pour saisir donc ce non-identique. Alors, il ne s'agit donc pas de mettre en évidence ou de rechercher un autre absolu, hein, c'est-à-dire faire droit finalement à autrui ce que ne permet pas donc la référence à l'idée d'altruisme. Il ne s'agit pas pour lui de substituer la catégorie de différence à la catégorie de l'identité. Il s'agit plutôt de penser à un mode dynamique de la pensée, hein, de mise à distance d'une réification d'autrui donc, dans la catégorie de l'autre. C'est-à-dire une réification qui peut tout à fait s'opérer lorsque je me soucie de cet autrui. Ce n'est pas forcément une réification qui aurait lieu simplement lorsque je le méprise ou lorsque je l'ignore, mais le simple fait justement de le poser dans la catégorie ou de placer, de le river dans cette catégorie de l'autre. Donc ça suppose donc de ne pas absolutiser la catégorie de l'autre, faire droit aux attentes et aux besoins d'autrui ne suppose pas un autre insondable. Donc ça, c'est la première borne. La seconde borne, et c'est entre les deux donc, que pourrait se déployer quelque chose qui donc ne s'appelle pas altruisme, mais qui va s'appeler souci des autres. Il ne s'agit pas, évidemment, de décliner simplement le même dans l'altérité à soi. En particulier, Adorno a développé toute une critique des mécanismes d'identification, y compris dans la communication interpersonnelle. Là, je ne parle pas de sa critique de l'identification par le concept, mais là, vraiment, il a aussi, y compris par rapport aux événements politiques de sa propre époque et par rapport à la montée du nazisme, développé toute une critique de l'identification. Et pour lui, c'est en reconnaissant ce qui nous éloigne de ceux qui nous sont le plus proches qu'il nous est possible d'apaiser l'altérité. En revanche, je le cite dans Minima Moralia, lorsque l'immédiateté se stabilise et se retranche sur elle-même, c'est la mauvaise médiation de la société qui vient s'imposer immédiatement. Donc, si vous voulez, dans les mécanismes d'identification qui ont lieu, y compris dans les mouvements par exemple, de pitié ou de compassion, d'identification à autrui, le problème pour Adorno, c'est le sentiment d'immédiateté, c'est-à-dire d'absence de médiation, la certitude d'un accès absolu à autrui. Et dans ce cas-là, ce qui est balayé, c'est la manière dont mon accès à autrui est toujours déjà médiatisé par donc ce qu'Adorno appelle la médiation, dont il a énormément parlé dans la dialectique négative, c'est-à-dire une sorte de conglomérat de concepts, de catégories, de matières, d'expériences subjectives,
qui en fait est toujours déjà entre nous et autrui, entre nous et nous-mêmes, entre nous et les choses. Bon. Donc il y a ce concept de médiation qui est extrêmement important pour lui, qui fait que nous n'avons jamais accès direct à quoi que ce soit, ce qui n'est pas forcément grave, mais le devient dès lors que l'on ignore cette médiation. C'est-à-dire que l'on a la sensation, le vertige de cet accès direct à l'expérience d'autrui, à ce qu'est autrui. Quanto tempo ancora? Perché forse un quarto d'ora? Sì, un quarto d'ora. Sì, sì. Sì, va bene. Ok. Donc cette question donc, de autrui, hein, de tenir autrui à la fois comme celui qui n'est pas l'autre absolu, mais celui qui n'est pas non plus un autre moi-même, est un premier aspect, hein, de choses qu'on peut utiliser vis-à-vis du concept d'altruisme. Il me semble par ailleurs qu'Adorno a fait quelque chose d'assez intéressant. Il y a toute une réflexion qu'on retrouve déclinée de beaucoup de manières différentes et qui a à voir avec la manière dont le contexte politique, le contexte social peut désajuster aussi bien nos dispositions morales que nos gestes moraux. C'est-à-dire que quelque chose qui est peut-être une juste appréhension de cette distance dont je parlais avec autrui, c'est-à-dire il n'y a pas en quelque sorte de mauvaise saisie de cet autre, hein, de ses besoins. Je l'ai effectivement à la fois accueilli dans ma pensée, dans ma posture morale, comme pas moi et pas non plus complètement autre. Je l'ai effectivement fait ça, mais il se produit des choses, il y a des formes de vie qui en fait vont désajuster mes dispositions et mes gestes moraux. Et c'est quelque chose dont il a donné beaucoup d'exemples dans Minima Moralia. Il y a toujours des exemples qui ont l'air d'être assez anecdotiques, mais là je vous en donne un parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est dans l'aphorisme qui s'appelle « Ni repris ni échangé », dans lequel en fait il s'inquiète de la tendance donc, de son époque, qui a depuis s'est fortement aggravée, donc à finalement offrir des cadeaux qui peuvent être échangés. Et ça lui sert à dire une chose, c'est-à-dire que pour lui, offrir normalement, c'est faire un détour, penser à autrui comme un sujet. D'accord ? Là, on est vraiment dans cette tension autour de l'idée de l'autre dont je parlais. Et alors, il va nous dire, donc, puisque c'est ça, offrir, penser à autrui comme un sujet, plus personne n'est capable d'offrir. Dans le meilleur des cas, dit-il, les gens offrent ce qu'ils auraient eux-mêmes envie, en un peu moins bien. Ce qui est offert, finalement, c'est ça. Tiens, voilà ton truc, faisons ce que tu veux. Si cela ne te plaît pas, ça m'est égal, va te prendre quelque chose d'autre à la place. Je le cite toujours. Hein. Ici, il me semble qu'il y a une double négation du geste moral qui est opérée par ce contexte social et par la manière que nous avons aujourd'hui donc d'offrir. Donc c'est à la fois celle de la singularité d'autrui, celle de la singularité du don, et cette double négation est acceptée et recherchée par les deux individus impliqués, hein, puisque celui qui reçoit aussi se retrouve soulagé que finalement il puisse changer son... On voit ici que ce qui compte a priori comme un geste altruiste, soit un don, est susceptible de se retourner en marque de désintérêt complet pour autrui. La perte subie par celui qui fait preuve d'altruisme n'est alors pas forcément le critère permettant d'apprécier la qualité morale d'un acte. Ceci pour retourner à ce que j'avais posé au début, c'est-à-dire finalement le critère de l'altruisme, c'est la perte. Voilà, je voudrais maintenant donc en arriver donc plus brièvement hein, à la question du CARE et vous montrer comment est-ce qu'en en fait elle pallie à certaines difficultés que j'ai énoncées, mais pas totalement, ce qui me permettra de conclure
en soulignant à quel point j'ai raison de me référer à Theodor Adorno. Bon, donc les éthiques du Caire défendent une conception de la disposition à la racine du geste moral qui a plusieurs avantages, me semble-t-il, par rapport à la notion d'altruisme. D'une part, elles abandonnent toute idée de pureté des intentions comme des actes. Elles assument une forme d'imperfection de la décision et supposent d'endurer un certain inconfort moral et de faire avec. Pour toute une série de chercheuses et de penseuses qui vont de Joan Tronto en passant par des chercheuses françaises comme Sandra Logier, Pascal Laborier, Patricia Paperman, hein, il y a une volonté d'envisager la vie morale comme fondamentalement embrouillée. Le chaos, la confusion, l'entrelacement d'affects contradictoires, le lacis de sentiments obscurs forment la trame ordinaire de nos décisions morales, parfois qui sont à peine des décisions, à peine de vagues impressions, qui persistent, attendent leur heure pour être un peu mieux cernées et comprises. Et surtout, qui peuvent être émaillées d'affects peu nobles, qui pour autant ne noircissent pas la validité normative de la conduite tenue, de la prise en charge générale de la situation. En particulier, il y a toute une série de travaux, je parlais tout à l'heure de Pascal Molinier, donc c'est une sociologue française qui a travaillé sur les maisons de retraite, et le travail qui est réalisé par les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, hein, et justement toute cette obscurité et cette façon d'improviser, de faire le mieux possible tout en sachant que rien n'est parfait, donc tout ça dans une sorte de chaos mais justement l'idée que défend Pascal Molinier, c'est de dire mais en fait ça c'est pas juste parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on aurait pu mieux faire, ou parce que les êtres humains sont imparfaits. Elle dit non, mais en fait, c'est ça la vie morale. La vie morale, elle est faite de tous ces ensembles d'ambiguïtés, d'improvisation, peut-être d'entremêlement avec des choses plus compliquées. Et il me semble que ça, c'est une des grandes choses du Caire, hein, d'avoir pensé cet empêtrement dans des relations multiples. Un empêtrement aussi dans des réalités corporelles, par exemple. Hein, les relations de Caire est beaucoup centrée sur le secours porté par un corps à un autre corps. Cette manière de penser me semble complètement laissée de côté, enfin évidemment, la question de la pureté de l'intention, et de se dégager finalement de la question de l'intention. Et puis donc, il y a un centrement de Caire, c'est vraiment le cœur de cette théorie. Je ne vais pas m'apesantir parce que je pense que vous connaissez bien aussi, hein, c'est vraiment la question de l'attention au besoin dans sa singularité, hein, dans leur singularité, qu'il soit exprimé ou muet, de cette personne-là devant moi dans son unicité. L'attention comme attitude adéquate est par définition un geste ou une façon de faire ajustée aux besoins du destinataire. Elle suppose une sensibilité aux états émotionnels de la personne dont il s'agit de prendre soin. Elle nécessite une attitude expérimentale, une délicatesse, selon une expression que j'aime beaucoup de Fabienne Brugère. En bref, elle repose pour être telle, c'est-à-dire c'est pas à la marge, c'est vraiment le cœur de la question du Caire, hein, sur une attention à la personne dans son entièreté singulière. Et puis il y a un troisième aspect. Le mot Caire n'a pas été traduit en français. J'ai l'impression qu'ici vous voulez tenter de le traduire, mais en français en fait on a gardé le mot Care parce que nous ne disposons pas, comme les Anglais, d'un mot qui tienne ensemble une activité et un affect, un travail et une disposition morale. Nous aurions besoin de deux mots, le soin d'une part, le souci ou la sollicitude d'autre part, pour recouvrir ce qui apparaît aux anglo-saxons comme un phénomène unique. Alors, cette volonté de ne pas traduire en français nous permet un certain nombre de déplacements conceptuels, et notamment souligne que
délibération morale et pratique sont inséparables. L'attention au particulier n'apparaît et n'existe que dans des gestes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que le geste exprime une attention au particulier, au sens où un contenu moral préexistant dans la conscience surexternalisé ou prendrait forme, elle n'existe que dans ces gestes. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est rendu très fort par l'idée de Kerr. C'est-à-dire, il n'y a pas l'expression de quelque chose qui précéderait. Il y a une sorte, au contraire, de déploiement de l'attention des autres à même l'activité. Et évidemment, ceci suppose un travail très concret, pénible. Fréquemment, il ne s'agit pas simplement de réalisation de quelques gestes. De travaux pénibles, répétitifs, puisqu'il s'agit de prendre soin du corps d'autrui, des corps malades, des corps vieillissants, des corps au contraire à peine formés, bon, etc. Donc il y a vraiment cette idée de travail qui me semble vraiment au cœur de l'idée de Kerr. Cependant, et j'accélère, si l'idée de Kerr résout un certain nombre de problèmes, me semble-t-il, ou en tout cas esquive un certain nombre de problèmes posés par l'idée d'altruisme, il y en a malgré tout, je pense, quand même un problème qui me reste assez central pour moi, c'est la manière dont est pensé ce travail. C'est-à-dire que ce travail est conçu comme un travail socialement nécessaire, comme l'énonce la définition canonique de Tronto et Fischer. Le care est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Mais ce travail, donc c'est un travail, c'est une activité de l'espèce humaine, mais ce travail n'est pas considéré dans son organisation par et pour une économie politique particulière. Bon. Donc là, c'est véritablement la question de la place du contexte social, en fait, qui devient problématique, et dans la manière dont finalement ce travail et donc les dispositions qui le rendent possible sont toujours médiées et donc socialement, donc pour en revenir à cette catégorie de la médiation très adornienne, et embarquent toujours avec elle des pans de la réalité sociale et économique, et pour cette raison peuvent être toujours mises au service d'une forme de vie et d'intérêts particuliers. D'où justement le fait que le care soutienne, alimente, reproduise une logique genrée. Je crois que là j'arrive à mon temps. Penso che adesso devo finire 5 minuti. Allora, quindi donc ce que je vais faire, c'est arriver à la question du souci des autres. En conclusion, donc ce souci des autres que je trouve chez Adorno, dont évidemment je viens déjà de montrer à plusieurs reprises ce qu'il permettait, cette singulière, dans la réplique même que j'ai faite, aussi bien la question de l'altruisme que plus rapidement à celle des théories du care, en laissant notamment une place à la singularité d'autrui, à une disposition qui est toujours déjà un geste, une prise en considération des médiations sociales, etc. Mais en guise de conclusion, je voudrais ajouter que cette idée de souci des autres nous permet peut-être un léger, en plus de tout cela, nous permet d'étendre peut-être un tout petit peu ce que c'est que cette intention à autrui, ce que veut dire ne pas être indifférent. Et en particulier de penser ne pas être indifférent lorsqu'il ne s'agit pas simplement de porter secours, ce qui est un petit peu ce sur quoi se centrent les deux ensembles théoriques que je viens d'énoncer. Il y a, dans l'idée de souci des autres, une obligation morale de ne pas participer, par ses propres manières de penser, à la forme du monde, à la reproduction de la totalité sociale. Et ça, c'est quelque chose donc, qui relève d'une obligation morale, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nos dispositions morales devraient nous amener à réaliser, et ceci pour ne pas être justement indifférent. Il s'agit en particulier de ne pas faire œuvre de réification.
concept que j'ai déjà énoncé en début, mais là j'y reviens parce que c'est très important. Toute réification est un oubli, répète Adorno dans de nombreux ouvrages, de la dialectique de la raison jusqu'à Vorlesung zum Entgleitung in der Soziologie. Il attire de cette manière notre attention sur ce que nous devons, justement en termes d'attention, de souci, à tous les aspects d'un objet ou d'une personne, qui se trouve sinon fixé, ce que nous devons à tout ce qui est et aurait été possible, à ce qui a été et ce qui n'est plus, ou plus sous cette forme, à toutes les facettes qui font d'une personne un être singulier. De la même manière, de l'autre côté, sa philosophie donc, va être identifiée à une remémoration. Il s'agit de se remémorer de tout cela, de ne pas oublier donc, tous ces aspects. Il s'agit donc de prendre en considération toutes les facettes non actualisées d'un processus ou d'un événement ou d'une personne. Oublier, c'est ne pas tenir compte de la présence continue de tous les aspects d'une personne, d'une chose, d'un événement. C'est ne pas la faire figurer parmi ce qui importe. Se soucier des autres est au contraire n'oublier tout cela à aucun moment. Je vous remercie.